L'une des forces des PC de bureau gaming, c'est qu'on peut améliorer les pièces. On peut changer de processeur, rajouter de la RAM, on peut même changer la carte mère. Et surtout, le plus important, pour ceux qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, on peut changer la carte graphique. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut juste changer notre carte graphique et garder le reste du PC. C'est-à-dire qu'on peut améliorer notre expérience de jeu sans devoir racheter un nouveau PC, ce qui est vraiment génial. Enfin, quand les prix des GPU sont raisonnables et qu'il n'y a pas une crise de la RAM, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, pourquoi les PC portables gaming ne sont pas modulaires? Pourquoi je ne peux pas changer de CPU? Et surtout, le plus important, pourquoi je ne peux pas changer la carte graphique dessus? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons économiques, évidemment, parce que quand tout est soudé, c'est plus économique pour les marques de fabriquer un ordinateur portable, parce que rajouter des slots PCI Express et tout ça, notamment, ça rajoute du coût. On a aussi le problème que la plupart des constructeurs ont tendance à mettre à jour le châssis de leur ordinateur gaming tous les 2-3 ans. Donc, c'est-à-dire que s'ils sortent un nouveau châssis et qu'ils avaient fait un système modulaire, ils devraient faire en sorte que le système modulaire qu'ils ont designé soit conservé dans le nouveau châssis, ou sinon, ce serait un peu compliqué pour upgrade certaines pièces. Pour le processeur, on peut pas non plus, parce que si on avait un système de socket comme sur ce PC justement de bureau, ça prendrait trop de place verticalement, et dans un PC portable qui est censé être très fin, c'est un peu compliqué. Et une dernière raison en particulier pour les cartes graphiques, c'est le fait que bien souvent, les PC portables utilisent des processeurs mobiles qui sont un peu moins puissants que la version qu'on a justement dans un PC fixe. Et donc, pour certaines marques, il n'y aurait pas forcément un intérêt à utiliser un meilleur GPU d'une nouvelle génération sur un ancien CPU d'une ancienne génération. Mais en réalité, malgré toutes ces raisons, il existe bien des PC portables gamers qui sont capables d'être modulaires. On en a un justement ici, c'est le Framework 16, dont j'ai déjà fait une vidéo où j'ai assemblé moi-même ce PC portable. Le GPU peut être enlevé, on peut changer la carte mère pour changer le CPU, donc pas vraiment un système de socket, mais Framework ne sont pas les seuls. Alienware avait essayé de faire un système de GPU modulaire sur leur PC portable gamer, il y a quelques années, et puis ils l'ont abandonné l'année d'après, pour je ne sais quelle raison. Ils avaient aussi d'autres marques qui avaient déjà fait des PC portables où vous pouviez changer le CPU via un socket. C'est juste qu'en échange, oui, le PC portable était très épais et surtout très très lourd. Et enfin, un dernier marché qui existe, c'est les PC portables professionnels qui ont souvent des cartes graphiques, plus pour travailler, mais on pourrait jouer avec. Et là, bien souvent, ils sont extrêmement modulaires. En tout cas, on peut changer le GPU, on peut changer la RAM, tout ce qu'on veut, mais le dernier truc qu'on peut pas vraiment changer, encore une fois, c'est le processeur. Donc si c'est possible et que ça existe déjà, pourquoi on n'a pas plus de PC portables modulaires? Bien, pour répondre à cette question-là, j'ai regardé au système modulaire du Framework 16, qui est plutôt bien designé, qui permet d'avoir un PC portable de 16 pouces qui fait 2,4 kg, donc c'est pas non plus un PC portable si lourd et si épais que ça, comme vous pouvez voir. Et donc je l'ai amélioré de sa configuration de base avec un Ryzen 7000 vers un Ryzen AI 300, et surtout je suis passé d'une RX 7700S à une RTX 5070. Donc non seulement j'ai changé de carte graphique, mais j'ai même changé de marque de carte graphique. Donc dans cette vidéo, je vais parler de cette expérience-là, mais j'ai aussi fait des tests de performance pour voir s'il y a vraiment un intérêt à, par exemple, garder l'ancien CPU et passer à un nouveau GPU. Est-ce qu'on est limité par l'ancien CPU ou en réalité, ça marche plutôt bien comme un PC fixe? Alors d'abord, j'aimerais résumer comment le système d'upgrade fonctionne chez Framework. Donc le principe de la marque, évidemment, c'est que tout est modulaire, donc pas seulement la carte graphique et tout ça. On peut même changer le module de la webcam s'il est cassé. On peut même démonter l'écran très facilement, le changer. Et ils ont même sorti des améliorations pour déjà le Framework 16 où ils ont sorti un nouvel écran qui était meilleur, un nouveau châssis qui était meilleur. Donc c'est réellement comme un PC fixe, on peut changer à peu près toutes les pièces et on peut surtout les trouver très facilement sur leur site web, même si ça a un certain coût et j'en parlerai après. Alors pour changer la carte graphique sur un Framework 16, c'est étonnamment très facile, c'est même presque aussi facile selon moi que sur un PC fixe. Pour cela, il suffit d'abord d'aller dans le BIOS, déconnecter la batterie là, c'est comme ça qu'on le fait, comme ça on peut travailler de manière sûre sur l'ordinateur. Ensuite, on a juste à enlever les systèmes modulaires pour notamment le trackpad et le clavier. Et après, on a directement accès aux systèmes qui permettent de brancher la carte graphique au reste de l'ordinateur. Donc c'est une petite trappe avec plusieurs vis qui a un interposeur comme ils l'appellent, et c'est tout simplement une sorte de pont PCI Express qui permet de connecter la carte graphique mais aussi de l'alimenter. Et donc il suffit juste d'enlever ce petit pont, dévisser deux autres vis et après le module entier peut s'enlever. Et voilà d'ailleurs à quoi il ressemble, comme vous pouvez voir. C'est une carte graphique modulaire mais pour un PC portable. Et du coup après il suffit de reprendre le nouveau module, l'insérer, remettre les vis, remettre l'interposeur, revisser cet interposeur, on remet tous les systèmes modulaires et hop, c'est bon, on a upgrade
notre PC portable gaming vers une nouvelle carte graphique. Et du coup, j'ai fait quelques tests pour voir justement l'amélioration de performance en passant d'une RX 7700S à une RTX 5070. Par exemple, dans le benchmark synthétique TimeSpy, on peut voir que le score GPU est quand même passé de 9953 à quand même 13 325, c'est une sacrée augmentation. Dans Steel Nomad, on est passé de 2132 à 2944, encore une fois une énorme augmentation. Et dans des jeux vidéo qui sont plus réalistes ici, dans F1 2024 notamment, on est passé de 154 FPS à 186. Et c'est le cas aussi dans d'autres jeux, je vous mets vite fait les graphiques à l'écran. Comme vous pouvez voir, l'amélioration est clairement pas négligeable. Donc là oui, ça vaut la peine de changer de GPU sur un PC portable gaming. Mais il y a quand même un truc important, c'est que j'ai gardé le même CPU. Peut-être que cette 5070 est limitée par cet ancien CPU qui date au final d'une génération. Peut-être que si j'avais un meilleur CPU, j'aurais encore plus de performance. Au final, c'est la même chose qui peut arriver sur un PC fixe. Si vous avez un ancien CPU qui date de plusieurs générations, mettre une nouvelle carte graphique, par exemple, vous mettez une 5080 avec un i7 9700K, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc pour répondre à cette question, j'ai justement amélioré le processeur de ce framework 16. Alors, on ne peut pas enlever juste le processeur et en mettre un nouveau comme on pourrait le faire sur un PC fixe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut changer l'entièreté de la carte mère. Alors, le processus est en réalité pas si compliqué. Ils ont un guide en ligne qui contient 76 étapes, ce qui est en réalité plutôt raisonnable parce que la plupart de ces étapes sont très simples et c'est clairement plus long que de changer le GPU, ça c'est sûr et certain. Alors comment ça fonctionne? Déjà on déconnecte à la batterie comme je l'ai fait avant, on démonte le système modulaire pour le trackpad ainsi que le clavier, on enlève le GPU évidemment et le guide nous dit clairement quel câble il faut déconnecter, tout ça, donc c'est en réalité plutôt simple. Certains câbles sont un peu plus complexes, c'est des câbles notamment avec des nappes qui sont plus sensibles et que certaines personnes auraient peut-être peur d'abîmer, mais il y en a très peu en réalité. Vous avez celui de l'écran, vous avez celui de la webcam et vous avez celui du lecteur d'empreinte et du bouton d'allumage. Après ça, le reste des câbles, par exemple la batterie, c'est pas un câble, il suffit juste de l'enlever en enlevant les vis, plutôt simple. Et le reste est en réalité modulaire parce que par exemple les ports sur le côté de l'ordinateur sont modulaires. D'ailleurs j'ai dû enlever les ports, je tiens à le préciser. Le système de ports modulaires, j'ai dû les enlever au début ou sinon ça aurait été problématique pour enlever la carte mère. Mais une fois que tout est débranché et que j'ai aussi enlevé la RAM ainsi que le SSD, eh bien j'ai juste à retirer quelques vis et la carte mère s'enlève très facilement. Et comme les ventilateurs sont intégrés au module GPU ou un module sans GPU aussi pour ceux qui voudraient la version sans GPU, eh bien, il n'y a même pas de câble de ventilateur enlevé. J'ai juste à enlever directement la carte mère. Et hop, c'est bon, je peux mettre la nouvelle. Et pour remettre la nouvelle, c'est les mêmes étapes, mais juste dans le sens inverse. Alors, j'ai quand même eu un problème. What the fuck, moi? C'est que sur la carte mère, notamment le connecteur du lecteur d'empreinte, il faut soulever un petit levier pour que le câble puisse se retirer ou s'insérer. C'est juste que quand j'ai mis la nouvelle carte mère, ce levier forcément était fermé. Sauf que moi, dans ma tête, comme j'avais ouvert le levier sur l'ancienne carte mère, j'y ai pas pensé. Et dans le guide, ils ne disent pas de réouvrir le levier. Donc ça, c'est une petite erreur du guide. Mais après avoir soulevé le levier, j'ai pu remettre cette nappe assez fragile qui permet de connecter le lecteur d'empreinte et surtout le bouton d'allumage, qui est une pièce assez importante. Et puis j'ai tout remonté, tout rebranché. Et hop, j'avais amélioré le CPU de mon ordinateur portable. Alors, je pense que autant le GPU, une personne lambda pourrait le faire assez facilement avec un PDF d'instructions ou juste le site web. Mais la carte mère, c'est quand même... Je pense que c'est quand même réservé à quelqu'un qui aime bien bidouiller. Quelqu'un qui va monter son propre PC fixe, ce serait plus pour lui. Pour monsieur tout le monde, non, clairement pas. Donc ça, il faut en tenir compte justement pour un système modulaire. Et quoi qu'il arrive, qu'est-ce que ça donne justement avec ce nouveau processeur? Est-ce que maintenant, ma RTX 5070 est beaucoup plus performante? Pas vraiment, c'est basiquement la même chose. J'ai refait tous les tests et oui, il y a une petite amélioration. Mais même dans des jeux qui sont très limités par le CPU, notamment Counter-Strike 2 demande un bien meilleur CPU pour tourner. Et comme vous pouvez voir, le chiffre est même moins bon qu'avec le Ryzen 7000. Ça m'a un petit peu étonné. Vous avez aussi Anno 117, qui est aussi un jeu qui demande beaucoup de CPU. Et là, on a eu une très légère amélioration, mais basiquement la même chose. Civilization aussi, on a une petite amélioration, ça fait pas de mal, et ça reste très similaire. Tenez compte aussi que pour Civilization, j'ai fait un test. Civilization, vous avez le temps qu'il faut pour passer un tour, et ça utilise juste le CPU. La carte graphique n'a rien à voir là-dedans. Et là, en passant du Ryzen 7000, où ça prenait 20 secondes par tour, on est descendu à 18,3 secondes. Donc, une petite amélioration,
mais c'est pas non plus incroyable. Et pour le reste des chiffres que je vous mets à l'écran, comme vous pouvez voir, c'est assez similaire justement au résultat qu'on avait eu avec le Ryzen 7000. Et du coup, améliorer le CPU, autant ça donne beaucoup plus de puissance CPU parce qu'on passe d'un 8 cœurs à 12 cœurs, ce qui est génial, mais pour les jeux vidéo, ça ne sert vraiment à rien en fait. Et du coup, ça me fait beaucoup penser au PC fixe. C'est un peu la même chose. Quand vous passez, je sais pas moi, d'un Ryzen 7000 à un Ryzen 9000, la différence au niveau gaming, en tout cas sur la plupart des CPU, pas énorme. Mais par contre, si vous passez d'un Ryzen 5000 à un Ryzen 9000, c'est là où vous avez beaucoup plus de différence. Et je pense que du coup, pour un PC portable gaming modulaire, c'est totalement le cas. Upgrade vers une seule génération supérieure de CPU, pas beaucoup d'intérêt si vous voulez juste jouer à des jeux. Par contre, plusieurs générations, c'est là ça prendrait son sens. Bon, le truc c'est que le framework 16 existe depuis 2024 basiquement, donc il n'y a pas encore eu beaucoup de générations de CPU entre temps. Donc ma foi, je pourrais refaire cette vidéo dans 2-3 ans s'ils sortent une nouvelle carte mère avec un meilleur CPU, un des nouveaux Ryzen basés sur Zen 6 avec peut-être même un cache X 3D ou je sais pas quoi. Mais là, on pourrait voir justement s'il y a réellement une différence et si ça vaut la peine. Mais en tout cas, pour le moment, c'est le même genre de résultat qu'on aurait sur un PC fixe qui est assez étonnant, mais aussi pas très étonnant au final, puisque c'est similaire comme pièce. Donc ce framework 16 nous a montré quelque chose d'assez intéressant, c'est que changer de GPU, ça en vaut la peine. Même si votre CPU est un peu plus vieux, vous aurez toujours un gain en performance derrière. Évidemment, il faudra voir si ça tient dans le temps, parce que quand le CPU sera plutôt vieux de 3 à 4 générations, est-ce que ça vaudra toujours la peine de changer de GPU? Au final, seul le temps nous le dira. Mais ça montre qu'il y a clairement une raison d'exister pour un PC portable gaming modulaire. Donc pourquoi du coup plus de marques ne le font pas? Alors certaines marques ont essayé de faire ça justement, j'en ai déjà parlé. Alienware a sorti pendant une génération un PC portable gaming où ils utilisaient un GPU avec un slot MXM, donc c'était un slot où vous pouviez enlever le GPU, mettre un autre GPU, changer la carte graphique assez facilement. C'est un slot aussi qui est très utilisé sur les PC portables professionnels, comme j'ai dit, ils sont très modulaires souvent. Mais du coup, oui, pourquoi plus de marques ne le font pas? Alors comme j'ai dit, il y a la raison des coûts. Et c'est justement là le problème du framework 16. Il coûte cher, il coûte vraiment cher. C'est plus de 2000 € pour un modèle avec une 5070. Alors que d'autres marques le feraient pour moins de 2000 €. Vous avez souvent une différence d'au moins 800 € sur ce framework 16 par rapport à un autre PC portable équivalent, si vous tenez compte juste des purs specs. Alors bien sûr, c'est un investissement ce framework 16. Comme vous pouvez juste garder le reste de l'ordinateur et juste changer de GPU dans le futur pour avoir basiquement un nouvel ordinateur gaming, eh bien vous pourriez tenir compte que oui, vous l'achetez plus cher, mais dans 5 ans, au lieu d'acheter un nouveau PC portable gaming, vous pouvez juste acheter un de ces modules. Et là, évidemment, ça équilibrerait justement le prix. Parce qu'un de ces modules, c'est de 700 à 800 €, ce qui reste cher pour une carte graphique, on va être très honnête, mais c'est moins cher qu'un nouveau PC portable gaming entier. Mais quoi qu'il arrive, il y a clairement un coût derrière un système modulaire pour un PC portable gaming. Rajouter des slots supplémentaires, rajouter l'interposeur comme on l'a vu, rajouter un système où on peut démonter tout, rajouter la complexité à l'ordinateur parce que juste souder tout est beaucoup plus simple, ça coûte moins cher, ça prend moins de place et donc certaines marques ne veulent tout simplement pas le faire parce que derrière leur PC portable coûterait plus cher que la concurrence et les gens ne comprendraient pas forcément l'intérêt. Parce que la plupart des gens qui achètent même des PC fixes gaming qui sont pourtant modulaires ne vont jamais améliorer une seule pièce. Bien souvent, ils vont changer l'entièreté du PC ou vont le garder le plus longtemps possible et changer l'entièreté du PC. Ce qui casse un petit peu l'intérêt du côté modulaire. Donc les marques qui font des PC portables gaming ont bien compris ça et surtout compris que ça coûtait plus cher. Et aussi peut-être une dernière raison, c'est le fait que si vous avez un PC portable modulaire, qu'est-ce qui vous empêche de juste changer les pièces quand il devient un petit peu vieux au lieu d'acheter un nouveau PC portable? Et donc là, les marques sont en mode ouais, ok, on peut vendre 2 ordinateurs ou on peut en vendre un avec quelques upgrades. Non, c'est plus rentable d'en vendre 2 en fait, ou même 3 ou 4. Donc je pense qu'il y a aussi une raison financière à ce niveau-là. Donc on en revient encore une fois à l'argent au final, ça reste la raison principale. Donc en conclusion, pour répondre au titre de cette vidéo sur le fait que est-ce que ça a du sens justement d'avoir un PC portable gaming modulaire et surtout est-ce que ça a du sens de changer la carte graphique sur ce PC portable gaming modulaire? Bien la réponse selon moi est oui. On a vu clairement qu'il y avait une augmentation des performances et même en utilisant un plus vieux CPU, au final les performances étaient très similaires. Donc ça en vaut totalement la peine comme sur un PC fixe. Tant qu'on reste évidemment dans le domaine du raisonnable. Maintenant, il faudra voir qu'est-ce que ça donne à long terme. Dans 5 ans, par exemple, quand ce PC portable gaming sera un peu plus dépassé, surtout niveau CPU, est-ce que ça vaudra la peine de prendre le nouveau module GPU de Framework, si l'entreprise existe toujours, il faudra voir,
et de le mettre justement sur ce PC portable. Bien ça, ce sera une autre vidéo que je pourrais faire dans 5 ans justement pour y répondre. Mais dans le principe, oui, un PC portable gaming modulaire, tout comme un PC fixe au final, ça a du sens. Mais bien souvent, ça coûtera plus cher. Et c'est pour ça que beaucoup de marques ne le font pas. Et aussi, ça pourrait diminuer leurs ventes, ce qui leur coûtera plus cher. Donc comme d'habitude, c'est bien souvent une question d'argent. Merci le capitalisme. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao.